des équipes techniques très très bons en analytique. Et on s'est aperçu que la plupart étaient très mauvais dans tout ce qui était organisation et communication. C'est-à-dire, ils ont un projet, ils ont de la technologie, mais ils ne sont pas capables forcément de s'organiser pour vraiment faire que ça avance régulièrement et shipper et tout ça, ou suivre le développement de projet. Et aussi, ils ne sont pas capables d'en parler bien avec des clients, avec des médias, pour recruter. Et donc, ça gêne énormément le développement business. Donc, en prenant conscience de ça, ils s'aperçoivent déjà qui dans leur équipe est bon à quoi. Et parce que la façon dont on communique, il y a quelqu'un qui pense de façon très technique et qui pense plutôt en termes de technologie plutôt que de milestones, c'est pas la même façon. Ou quelqu'un qui a une façon de communiquer plus émotionnelle que plus visionnaire, c'est pas la même chose. Donc ça permet d'améliorer la communication au sein de l'équipe et de comprendre les manques. On s'est aperçu, on a pas mal d'entrepreneurs dans notre portfolio avec 800 startups, ça fait plus de 1000 entrepreneurs, dont entre 20 et 30% de femmes cofondatrices suivant les branches, donc beaucoup plus dans la biotech que dans l'hardware. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de statistiques qui montraient ça chez nous, que pas mal en fait, de fondatrices se débrouillaient beaucoup mieux en, fait, en organisation et communication quand elles n'étaient pas pure techniques que les équipes classiques. Donc ça c'était un peu une observation intéressante, mais on s'est aperçu que quand on a un ingénieur ou une ingénieuse, souvent ils sont complètement dans le cadran analytique l'un et l'autre. Donc là, on voit pas de différence là-dessus. Donc c'est juste une petite observation au niveau des profils, parce que finalement, on parle beaucoup de diversité, mais il y a la diversité de genre, mais il y a aussi la diversité de pensée, d'approche et de communication qui compte beaucoup. Donc je ne sais pas, nous on essaie de le mesurer pour aider les équipes, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous observez aussi, peut-être chez Airbus. Comment est-ce que vous voyez le risque équipe? Je pense qu'il est essentiel, hein. C'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Moi, je vais peut-être juste partager une expérience dans le cadre d'un des programmes d'E-Tech Founders et de Tomorrow, où j'ai donné un petit peu de temps pour aider des projets et donner un feedback sur les projets, etc. Et j'ai un chercheur qui essayait de faire émerger son projet. Et quand je lui dis, mais c'est pas finançable si vous quittez pas votre job dans votre labo, il m'a regardé, l'air paniqué. Non, ah bon, mais on ne me l'a pas dit. Et je pense que c'est super important pour les projets au moment où ils démarrent, et pour moi c'est vraiment un risque au niveau de l'équipe, qu'ils aient bien compris quelle voie ils choisissaient. S'ils prennent la voie, j'ai envie de dire, peut-être d'une ETI, d'une petite structure, et il y a des très très belles choses qui se font dans ces domaines-là, mais qui n'a pas ce côté croissance, hyper-croissance, il faut qu'ils s'adressent à certains types de financement. Et s'ils ont une ambition qui est différente et qu'ils ont envie de se lancer dans un projet entrepreneurial qui est plutôt un projet de start-up avec cette notion d'hyper-croissance, à ce moment-là, ils vont se tourner vers d'autres types de financement. Et c'est important qu'ils aient bien perçu ça, parce qu'à partir du moment où ils ont choisi de bifurquer, ils doivent construire leur projet autour de ça. Et donc, on ne peut pas être chercheur, dire je garde mon boulot dans mon labo, comme ça je ne prends pas de risque. Mais par contre, je viens demander quelques millions à des VC, il y a une prise de risque qui est quand même assez asymétrique. Effectivement, donc, ça c'est pour moi, du côté équipe, ça c'est super important. Ouais. Après, souvent, on voit des gens qui sont arrivés avec une technologie. Et le product market fit, finalement, on développe la techno pour la techno, mais nous, on investit quand même dans des business. Et malheureusement, alors ça c'est ma casquette ingénieur, mais c'est pas toujours la meilleure techno qui gagne. J'ai presque envie de dire c'est même rarement la meilleure techno qui gagne. Donc ça c'est quelque chose où je pense qu'il y a un biais du côté des chercheurs qui ont toujours envie de faire ce qu'il y a de mieux, mais le marché n'a pas forcément besoin de ce qu'il y a de mieux. Donc ça c'est un gros challenge je pense. Et le dernier c'est peut-être le timing. Comme on est sur des horizons de temps qui sont longs, ce sont des boîtes où il faut faire très attention au cash burn. Pas qu'elles grossissent trop vite, parce que si on se retrouve dans une situation où finalement il va falloir attendre, quand on est gros ça coûte cher. Et le risque c'est qu'on ne trouve pas de quoi être. Ouais, donc s'il y a un site de bridge, c'est même pas possible si on a un burn rate qu'on doit couper en catastrophe et financer en dernier minute.
Pardon. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'investit pas directement, donc on ne va pas faire du due diligence très poussé. Par contre, on a la tâche assez compliquée d'évaluer 4500 startups en quelques mois. Donc, on a été obligé de développer tout un process et on va regarder effectivement l'équipe en premier lieu. Et du coup, on regarde la complémentarité des profils, même si c'est vrai que c'est pas forcément la formation, c'est plutôt la personnalité, parce que c'est vrai qu'un chercheur peut très bien faire un bon CEO si après il est capable de penser en tant que CEO. On regarde la crédibilité, la technologie, est-ce qu'il y a des choses un peu concrètes, ça peut être des vidéos d'expérience, des choses comme ça qui prouvent qu'il y a quelque chose qui marche. Le côté business model, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de chercheurs qui se disent quand on leur demande, on pose la question dans le formulaire, c'est quel est votre business model, quel est votre marché, comment vous pensez y aller, etc. Beaucoup qui disent j'ai une super techno qui peut faire plein de choses, tous les gens vont l'acheter, donc c'est vrai que ça peut être assez limité. Est-ce qu'il y aura un manque de recherche au niveau de market fit, du customer development C'est vrai que dans la deep tech, c'est assez souvent techno-push finalement, et donc il y a un enjeu supplémentaire par rapport à des entrepreneurs qui sont peut-être plus, par exemple, qui sortent, d'école de commerce, qui disent voilà, il y a ce problème, je vais le régler, ou maintenant il faut que je cherche un CTO pour développer mon app. Là, c'est une super techno qui peut, par exemple, un exemple, c'est Regula Technology qui font des cellules photovoltaïques qui peuvent imprimer sur n'importe quel objet, et donc pour l'IoT, ça peut effectivement être quelque chose de super. Mais après, quel va être le premier applicatif? Est-ce que ça va être les bonbonnes de gaz smart de l'air liquide? Est-ce que ça va être des cartes bancaires? Est-ce que ça va être et du coup là il y a un le challenge, c'est de voir que la première application, c'est pas forcément ce qui va être le plus gros marché, mais c'est ce qui permet d'avancer, de valider, de se faire connaître. Oui, qu'ils aient une bonne en fait qu'ils savent quel va être leur go-to-market, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour eux. Donc effectivement, s'ils font dans l'aérospatiale, peut-être que ça va être dans 10 ans, mais peut-être qu'avant il y a d'autres applications pour commencer à gagner de l'argent lors d'attraction et montrer que ça marche à des investisseurs. Absolument. Je vois que pour Pascal, le temps est court. Alors, si tu veux peut-être ajouter encore quelques mots sur vos activités et soit qu'est-ce que vous cherchez ou qu'est-ce qui vous serait utile, c'est le moment. Nous, ce qu'on cherche, c'est à faire venir plus d'acteurs sur la deep tech, clairement, à la fois des entrepreneurs et des investisseurs. Parce qu'effectivement, on va pousser pour faire émerger plus de projets. Et donc, il va falloir accompagner. Nous, on est là en investissement, mais on a besoin d'avoir plus d'acteurs, investisseurs et entrepreneurs. On parlait de ces questions d'équipe. C'est vrai qu'on a tous les chercheurs, beaucoup de chercheurs qui ont envie de s'investir. On a aussi besoin d'attirer des sérieux entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs sur ces projets qui sont un peu plus difficiles, plus longs. Mais qui ont besoin justement de cette compétence-là, et on croit qu'il y a un potentiel très important au regard de ce qu'on a en magasin, si j'ose dire, dans nos labos de recherche. Donc, meilleure connexion avec l'écosystème. Voilà, vraiment ce travail, et donc nous on va participer à le faire, ce travail de connexion de l'ensemble de l'écosystème. Très bien, merci. Merci Pascal d'avoir pris le temps pour nous. Je crois qu'elle a toujours au ministère. C'est ça. Bon, nous on va continuer. On va parler un peu de portfolio. Je vais poser une dernière question avant qu'on voit des Q&A. On aura un petit peu de temps. Donc la question ce serait si vous pouvez, plutôt pour vous deux, Cédric et Mathieu, parler d'une start-up de votre portfolio très deep tech et qui marche bien, et pourquoi vous avez investi, qu'est-ce qui vous a plu et comment ça s'est orienté, quel était un peu le chemin, si vous arrivez à faire brièvement. Et ensuite, un autre exemple de quelque chose auquel vous croyez bien et qui a eu des problèmes et peut-être n'a pas marché, et expliquer un peu pourquoi aussi, et dans quelle mesure c'était prévisible ou pas, ce que vous avez appris au cours de l'expérience. Donc, vous pouvez commencer, c'est vous qui choisissez, soit d'abord le problème, soit la réussite. Alors, le problème, je vais passer rapidement, parce que avec 3 ans, pour l'instant, on n'a pas de mort dans le portfolio, donc
Il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu, Peut-être des mais on n'a collages pas tardifs. encore eu vraiment de problème. Si on regarde les startups du portfolio qui pourraient rentrer dans une catégorie d'e-tech, donc on a des choses en semi-conducteurs, sur des technologies très basse consommation, IPIS en Belgique, ou des choses dans la Silicon Valley sur un nouveau processeur pour faire tourner des algos de type intelligence artificielle. Koniku, qui était passé par Hello Tomorrow il y a 3 ans, je pense. Et Dibio, chez SOSV, bien sûr. Et donc vous étiez peut-être les premiers. Certainement. Peut-être présente Koniku, parce que c'est un truc un peu unique. Donc Koniku, c'est une société qui va faire croître des neurones biologiques, donc des vrais neurones sur du semi-conducteur, interfacer ça avec de l'électronique classique. Objectif, reproduire la truffe d'un chien, entre guillemets, pour reconnaître des molécules dans l'air. Une espèce de nez artificiel, de nez organique qui interface avec de l'électronique. Il y a plein de gens qui essayent de faire des nez électroniques à base exclusivement de composants électroniques. Aujourd'hui, la conclusion, c'est qu'on continue d'essayer d'avoir des chiens pour détecter des explosifs ou différents types de composants dans l'air, et qu'on n'a pas trouvé mieux. Le problème, c'est que le chien, c'est pas scalable. Et donc il faut trouver une autre solution pour arriver au même résultat. Et donc, ce qui nous intéresse dans le chien, c'est la truffe du chien. Donc, on va essayer de faire des truffes de chien. Voilà. En gros, si je résume, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, pour le coup, je pense, un de nos investissements les plus deep-tech, dans le sens où on est vraiment à la frontière entre de la biologie, de l'électronique et des horizons de temps qui, évidemment, sont quand même plus longs que quand on fait... On peut se demander pourquoi Airbus Ventures a investi dans une start-up comme ça. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Alors, je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses entre ce qu'on y a vu comme potentiel avec une casquette d'ici et ce qu'on a vu dans la société comme potentiel avec les opportunités de collaboration dans le monde de l'aéronautique. Côté VC, on s'est vraiment dit que là, il y avait quelque chose qui était potentiellement en mesure de vraiment changer la donne sur un marché de détection de molécules. Il y a des applications dans tous les domaines, que ce soit du sécurité, agroalimentaire, médical. Ça peut aller de détecter que, je sais pas moi, une bouteille de lait est périmée à détecter d'autres types de molécules. Voire détection de cancer, apparemment les chiens détectent le cancer. Tout à fait. Très tôt. Mais bon, donc il y a ce potentiel marché qui est quand même, je ne vais pas dire infini, mais où c'est pas très difficile de décliner une quantité de verticales assez impressionnante. Et l'avantage, c'est qu'en plus, on peut les prendre les unes après les autres. À partir du moment où la technologie est développée, la concurrence dans ce domaine-là, elle sera quand même relativement limitée. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Je pense que l'équipe était aussi assez impressionnante. Son background était respect, comme on dit. Après, avec une casquette plus de dire en point de vue stratégique, qu'est-ce qui peut être réalisé dans le domaine de l'aérospace. Et c'est un domaine où il y a effectivement des besoins en détection de molécules, à la fois pour des histoires de sécurité dans les aéroports, par exemple, mais aussi détecter des fuites de lubrifiants, des fuites de tel ou tel composant, qui permettent d'identifier très en amont en fait qu'il y a un problème potentiel qui pourrait se présenter, et de faire de la maintenance qui est plutôt de la maintenance prédictive, plutôt que de se retrouver à gérer les choses quand elles se présentent. En tout cas, c'est vrai que ça c'est un projet vraiment particulier qui préfigure un peu le futur. Qui fait presque un peu peur aussi. On verra où ça va, mais c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est de voir quelque chose qui a l'air très futuristique, peut-être un peu étrange, retrouver des applications industrielles très claires. Mais je pense que c'est un peu caricatural presque dans le monde de la deep tech. Je pense que l'essentiel des projets deep tech ne sont pas aussi intrigants, surprenants et différents. Il y a toute une branche de la deep tech qui est entre guillemets pas sexy, mais qui finalement souvent va être peut-être une partie de la deep tech qui a plus de potentiel parce que va s'adresser à un marché existant. Donc on est sur l'introduction d'une technologie nouvelle dans un marché existant. C'est souvent plus facile que de rentrer avec une nouvelle technologie et de devoir créer son marché.
Et donc je pense que ça, en tout cas nous, quand on regarde les dossiers, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prend vraiment en compte en se disant, voilà, il y a déjà un gros challenge technologique. Si en plus il y a un challenge marché, c'est quand même beaucoup plus difficile que si on est juste en train de dire on remplace une technologie existante sur un marché existant. C'est pour ça que aussi de notre côté, on a maintenant beaucoup plus de B2B que de 90% que de B2C. Cédric, si tu veux présenter un ou deux exemples du portfolio, donc un où peut-être qu'il n'a pas trouvé son marché ou qu'il y a eu des problèmes, ou expliquer qu'est-ce que vous avez appris, et un autre qui a bien décollé, et comment vous êtes entré dans ce deal. Alors, je peux partager un projet qui s'appelle Malouba, en fait, dans lequel j'avais investi il y a 4 ans. Alors, c'est en fait quand j'étais encore basé en Amérique du Nord. Et c'est une société qui était démarrée en fait, par des jeunes diplômés, fraîchement sortis de l'école, et qui ont eu l'idée. Alors, on ne parlait pas encore d'IA à ce moment-là, parce que j'ai démarré la société il y a 6 ans, c'était pas encore la vague n'était pas encore amorcée. Et l'idée, c'était de créer un assistant personnel à l'identique de Siri, qui était encore peu déployé à ce moment-là, même pas du tout en fait, il était encore en phase de R&D chez Apple. Et donc ils étaient proches de Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, donc les stars maintenant de l'IA qui sont très connus, mais ce n'était pas du tout le cas avant, puisque leur thématique de recherche n'était pas vraiment reconnue par la communauté scientifique. Et ils sont partis sur une approche, contrairement par exemple à Siri, qui était sur de l'ontologie, ils sont partis sur une approche très basique de machine learning statistique, du clustering, pour répondre à un besoin tout simple. Et ils ont déjà démontré sur leur marché local avec BlackBerry, qui était encore un grand constructeur de téléphones à ce moment-là, déployé chez eux. Et puis ça a bien marché, rapidement, ils sont développés, ils sont allés en Asie, ils ont fait des deals avec des grands OEM, donc LG, Samsung, donc aujourd'hui sur vos téléphones, c'est encore leur technologie qui tourne, sur les télés pareil. Et ils ont eu une belle courbe de croissance. Et cette petite équipe vraiment peu expérimentée, ils sont arrivés à gérer toutes les phases, donc de démarrage, de scaling, d'internationalisation. Donc c'était assez impressionnant. Et en parallèle de ça, ils ont gardé aussi une grosse activité R&D, puisqu'ils sont lancés dans l'application du deep learning, qui était encore une thématique très obscure et qui avait très peu d'intérêt, pour aussi préparer le coup d'après sur leur offre produit. Et donc ils ont gardé un effort d'R&D assez important. Donc nous, on les a accompagnés en série Z, c'est un tour de 10 millions de dollars, donc on avait collidé avec un VC californien, et dans le but aussi de leur permettre d'attaquer le marché de l'automobile, qui était un peu le next step pour eux, et donc forcément aussi de rentrer maintenant dans le marché européen. Donc c'est un bon exemple d'un profil d'équipe qui n'était pas forcément, on n'aurait pas parié sur ces 3 petits jeunes, mais ils ont fait, franchement, ils ont mené le projet jusqu'au bout. Et en fait, il y a 1 an et demi, ils ont vendu la société à Microsoft pour 300 millions de dollars. Voilà, une belle réussite. Et aujourd'hui, ils sont repartis tous sur des nouveaux projets. Donc voilà, c'est sympa. Après, autre retour d'expérience sur. Alors c'est ça, parce que souvent on a un peu des stéréotypes sur les formats d'équipe de départ. Il y a une étude récente qui mettait en avant que finalement les entrepreneurs qui réussissaient, ils avaient la quarantaine et voilà, ils étaient très expérimentés. C'est leur 3e boîte. Voilà. Moi j'ai eu ce cas-là aussi. Donc ils étaient tous issus de grandes écoles, commerce, d'ingénieurs, qu'ils avaient créé des boîtes avant, et effectivement ils avaient tout pour réussir. Un marché avec une dynamique aussi forte. Et puis effectivement, voilà, les aléas de recrutement, de positionnement. Bon après, en tant qu'investisseur, il faut prendre aussi sa part voilà, dans les problèmes qu'on rencontre. Mais à l'inverse, ces 2 projets qui étaient assez similaires dans l'approche. D'un côté, on aurait pu croire que voilà, on pouvait écrire un chèque en fermant les yeux. De l'autre côté, on prenait un risque énorme parce que on était dans une thématique pas du tout attractive. Et pas de track record. Voilà, et pas de track record. Et finalement, un peu la conclusion, c'est que très souvent, dans un portefeuille de VC, c'est pas forcément les projets sur lesquels on croit le plus ou en apparence qui ont plus de chances de réussir, qui peuvent aller vraiment au bout. Très bien. On va se tourner maintenant vers vous. Donc, je sais qu'un certain nombre d'entre vous avez rempli des petites fiches en vous inscrivant aussi de l'expérience Deep Tech, donc ça peut être intéressant aussi de comparer quelques notes. On va commencer par, si quelqu'un a la première question, toujours la plus difficile. Donc vous aurez 2 croissants si vous posez la première question. Personne pour la première question. Bon, on passe directement à la deuxième. Non plus.
Voilà. Thank you, but I will ask in English, if that's okay. What is your model on engaging with the technical experts, engineering experts, to verify that and to pull it in as you're building the case for the investment? And what are the differences between financial funds and the corporate funds? Okay, so it's about the technical due diligence for the investment. I'm using technical using the expertise of the technical experts for specific domains. Okay. If it's possible to have Okay, yeah. So, on va répondre en anglais pour celle-là. So how do you validate the investment on a technical basis if you don't have the expertise in-house? Like, what kind of experts you work with? Maybe, in a case, I would say there's two options. It really depends whether there's in some cases, we have part of the expertise in the team. So all the team, for example, in Airbus Ventures, I think we're still like only people with a background, a technical background. So I would say the first part of the due diligence, until a certain point, is done by the investment manager or the investment partners themselves. Then obviously, as you said, you can't have a PhD in everything, so you reach your own limits. But I would say you've probably filtered already like 80% of the cases. For the 20% that remains, in that case, either we rely on external experts, or potentially if there's no conflict of interest, and if the startup is okay with that, then we may ask technical experts from the group. But honestly, it's not the preferred way to proceed. And in that case, we will strongly advise the startup to sign an NDA with the person who's going to do the technical due diligence. So maybe I mentioned in our case, we have now, just for the hardware branch, invested in over 250 companies. So that's probably 700 to 800 founders. Many of them have a lot of technical expertise. So quite often, part of our due diligence is to introduce another founder so that they talk about their experience. So it gives useful feedback to the candidate. And for us, it's also good feedback from somebody we know and trust. We would use the portfolio. Yes. Provided obviously there's no Exactly. challenge there. And how do you find those experts? Magic. Secret sauce. No, it's a very human thing. I mean, there are some fund or corporate funds that have a systematic approach and have a community inside their mothership. In our case, I would say this is something that is more kind of a human network inside the company. People know each other, and so